Bienvenue dans l'émission L'invité politique. Nous recevons à nouveau Mwazulu Diabanza, le porte-parole de Unité, Dignité et Courage, et aussi porte-parole du Front anti-franc CFA. Aujourd'hui, il est venu nous parler d'un sujet parallèle au franc CFA, la présence de l'armée française, la présence, omniprésence de l'armée française sur le sol africain, ses tenants et ses aboutissants, et les acheminements vers le franc CFA, c'est la collusion avec le franc CFA. Mwazulu Diabanza est venu nous parler de tout ça et nous apporter son analyse. Bonjour Mwazulu. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de RP Média. Merci. Je vous avais dit l'autre fois, c'était une première et j'espérais que ce ne soit pas une dernière. Et là, on est encore là la deuxième fois. Je vous espérais qu'il y ait une millième fois, 10 millième fois, etc. Espérons, ça serait le bon acheminement. Jusqu'à ce qu'on trouve des solutions aux problèmes que vous venez soulever ici. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, le débat, c'est autour de la présence de l'armée française en Afrique. Depuis combien de temps cette armée-là est sur le territoire africain et pourquoi? Prenons la date essentielle des 1945 parce que on le sait bien que l'armée française, c'est depuis la colonisation, c'est depuis les razzias négrières. Ce sont les armées françaises, je pense que même dans le cas actuel où nous sommes, nous attaquons l'armée française avec ses bases et c'est un héritage napoléonien. Donc depuis Napoléon, avec tout ce qui a été commis vers la période que nous qualifions de l'hypercolonialisme, après la destruction fondamentale des grandes entités, des grands ensembles appelés royaumes africains, l'Afrique a pataugé dans l'hypercolonialisme et c'est en ce moment-là que Napoléon Bonaparte a mis les premières empreintes de l'armée coloniale, si l'on veut, impérialiste de la France. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, dans les cas des pays africains, parce que quand on évoque Napoléon, on évoque tout notre héritage, toute notre histoire, notre mère patrie, l'Afrique et notre peuple éparpillé dans les quatre coins du globe terrestre. Mais dès 1945, c'est en fait la volonté de celui qui aujourd'hui est le père, je dirais, fondateur de la Ve République. C'est lui qui a permis aux autres de continuer dans le même sens plutôt, parce qu'ici en France, il y a ce qu'on appelle une question sacrée, la sacralité de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et c'est en 1945 que l'armée française a mis ses empreintes indélébiles qui aujourd'hui troublent nos mémoires. Et c'est là que commence le fondamental de notre analyse et de notre volonté aujourd'hui inébranlable de voir l'armée française quitter notre mère patrie, l'Afrique. Justement, cette armée française, si elle est en Afrique, ce n'est pas par philanthropie, ce n'est pas pour aider, même si c'est ce qu'elle dit officiellement. Donc, qu'est-ce qu'elle gagne en Afrique et qu'est-ce que l'Afrique gagne d'une part et qu'est-ce qu'elle perd avec cette présence de l'armée française? Nous étions en 1945 lorsque le général de Gaulle va prononcer des phrases qui aujourd'hui, je pense qu'à travers le procès Elf, les gens ont découvert ces questions. Quand il disait qu'il faut maintenir les États nègres dans cette situation de subordination. Et en 1945, c'est prévalé déjà, si l'on veut, les indépendances des pays africains qui étaient là-bas à l'horizon. Alors il a fallu par les génies, c'est un militaire, un stratège militaire du général de Gaulle, de priver l'Afrique, ce qui devait être, si vous voulez, le socle même de ces États. Et ces socles-là, c'est bien évidemment l'armée. On pourra tout donner à l'Afrique, mais ils ont refusé à ce que l'Afrique puisse avoir une armée. Et c'est là, mes pensées vont ici premièrement au massacre des camps de Tcharoy au Sénégal, qui intervient vers les années 1947 et 49. Mes pensées vont au massacre de Sétif en Algérie, vers les années 1945. Mes pensées vont aussi à ces massacres vers 1949 dans Tananarive au Madagascar. Vous voyez que la succession de ces massacres avait un objectif. L'objectif était quoi? De paralyser fondamentalement toutes les armées ou toutes les forces militaires qui pouvaient permettre à l'Afrique de pouvoir assurer sa propre sécurité. Sachez qu'en 1945, les troupes africaines, donc je dirais même des armées régulières, parce que ce sont ces armées-là qui ont vaincu Hitler. 39-40, nous avions combattu aux côtés de la France et de tous les alliés. Donc la question était simple. Il fallait laisser cette expérience militaire à l'Afrique pour permettre à l'Afrique, au lendemain de la création de ces États, d'avoir la possibilité d'assurer sa sécurité et de pouvoir défendre ses acquis souverains qui sont des acquis, si j'ose dire, sacro-saints de chaque État.
le général de Gaulle, en fin stratège, a commencé à détruire systématiquement ses prévisions militaires. C'est-à-dire qu'avec ces différents massacres, notamment quand j'épingle le massacre du camp de Tcharoy, c'était l'extermination, si vous voulez, de tous les tirailleurs sénégalais. Ça a commencé par là. Et s'ensuit de tous ces massacres dont j'ai énumérés, parce que les tirailleurs sénégalais, vous savez, c'est toute l'Afrique. C'est la connotation, la couleur qu'apportaient tous les militaires africains. Donc, il y a eu une volonté dans ce sens pour pouvoir déjà assurer la domination politique, économique et financière de la France sur l'Afrique. Et cela n'est possible que par son armée. La France n'a jamais accompli une prouesse économique en Afrique. La France n'a jamais accompli une avancée et consolider ses positions, ses privilèges économiques, si ce n'est par son armée, par les billets de son armée. C'est toujours son armée qui a été, si vous voulez, l'arbitre injuste quand il s'agit de l'incapacité de la France de prouver ses raisons sur le plan argumentaire et politique. Donc, dès 1945, ils ont commencé ces processus, et ces processus a fait qu'au lendemain des indépendances des pays africains, l'Afrique a été privée fondamentalement de cet outil militaire qui lui aurait permis aujourd'hui de pouvoir assurer et accompagner son indépendance politique et ses orientations économiques. Voilà le problème fondamental de la position aujourd'hui qu'a la France, sa position économique privilégiée en Afrique, qui est appuyée par les leviers et les leitmotifs de cette armée aujourd'hui qualifiée d'occupation et de criminels en Afrique. En tout cas, nous avons une pensée pour Bob Denard, qui était officiellement l'agent terroriste, même si on n'a jamais voulu poser le mot terroriste sur la personne de Bob Denard, qui déstabilisait des États en Afrique pour y placer le président Pantin à la solde de la France. On n'a jamais appelé Bob Denard terroriste, mais c'était le terroriste avant que le... D'ailleurs, ce qui fait de l'armée française l'armée officielle de cet État qui nous échappe. Cet État dont les frontières territoriales et les limites nous a échappé. Cet État qu'on appelle la France-Afrique. Justement, on en vient justement. L'armée française, elle a des bases dans combien de pays aujourd'hui en Afrique? L'armée française, dites-vous, l'armée française est en France impérialiste. C'est-à-dire que si on dit en termes de pays, on n'aura pas compris les limites territoriales. La France impérialiste, c'est jusque chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, jusqu'en Nouvelle-Guinée. L'armée française, c'est jusque Mayotte. L'armée française qui l'intègre en Comores, Djibouti. Aujourd'hui, regardons l'Afrique, la bande sahélo-sahélienne qui fait débat. C'est là que va se jouer l'avenir de notre monde, je dis bien. Parce qu'il faudrait, à partir de l'Afrique, redessiner les positions et si vous voulez, les positions économiques de chaque État. Et c'est à partir de la bande sahélo-sahélienne où l'armée française, à travers l'opération Serval, en basculant par l'opération Barkhane, a pu tracer et construire une base permanente mais mouvante qu'on ne peut saisir. Et il faut descendre vers le Gabon. En fait, on va s'appuyer sur ce que vous êtes en train de dire là, c'est très très important. Il faudrait qu'on aille mollo pour que les gens comprennent. Vous êtes en train de dire que la France, sans avoir une base fixe dans la zone sahélo-sahélienne, est en train de réussir à construire une base amovible qui bouge. Donc on ne peut pas la saisir et la combattre de façon géographique puisqu'elle est en éternel mouvement. Tout à fait. Parce que quelle est l'idée d'abord de l'opération Serval à l'opération Barkhane? L'opération Serval, c'est cet animal-là que vous connaissez. Il va tellement vite et impossible parfois de le saisir. Et à l'opération Barkhane, c'est le mouvement de sable, des digues au niveau des déserts. C'est cette opération-là, c'est ces mouvements-là naturels qui a inspiré le nom de cette OPEX, de cette opération extérieure de l'armée française. Donc, ce qui fait que demain, on pourrait dire que l'armée française se trouve à Tissali, au Mali. Non, l'armée française se trouve au Niger. Demain, on pourra aller chercher les troupes et le mouvement au Niger. Non, l'armée française se trouve déjà de l'autre côté de la Libye. On pourra le chercher en Libye, l'armée française se trouve de l'autre côté du Ghana. C'est-à-dire que ça le permet, en fait, si vous voulez, d'avoir un avantage stratégique sur et les armées autres, disons occidentales, ou les armées conquérantes du monde, et les infines succursales d'armées qu'ils ont créées en Afrique, mais aussi d'avoir l'avance sur tout le monde, parce que en partant de la base de Tissali, c'est-à-dire dans la bande sahélo-sahélienne, on voit les mouvements du désert. On voit les mouvements du désert, comment les sables mouvements bougent de gauche à droite. Et c'est cette vitesse-là, c'est avec la vitesse même du mouvement du sable que l'armée française est en train de bouger. Même sur le plan, quand je parle de ça, je ne parle pas simplement de troupes terrestres. Je parle des troupes
aériennes, c'est-à-dire des drones et toutes ces technologies. Je parle des renseignements, du mouvement des renseignements, de la surveillance et tout, qui fait que toute cette partie-là de la bande sahélo-sahélienne, qui d'ailleurs constitue, si vous voulez, comme je vous le disais, les positions économiques de la France ne sont que fortifiées par son armée. Parce que la présence de l'armée française sur la bande sahélo-sahélienne, c'est quoi? C'est la partition des faits de notre mère patrie, l'Afrique. La partition des faits qui fera que ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement l'entité géographique Maghreb, qui est en réalité l'Afrique du Nord, sera intégrée dans un ensemble politique et économique que Nicolas Sarkozy avait défendu et que tous, comme je vous disais, la sacralité de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, et qu'il faut continuer cette logique qui leur permettra maintenant, sur le plan économique, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie de consommation et de production. Donc, la main-d'œuvre est gratuite, comme ils ont l'habitude, qui leur permettra de combattre le BRICS, donc Brésil, Inde, Chine, Russie, de combattre les États-Unis d'Amérique. Et cette position-là permettra à l'Afrique de renoncer définitivement à toute prévision économique dans les jours à venir, à toute stratégie de conquête économique et militaire. Nous aurons tout perdu. Et à sa souveraineté. Et à sa souveraineté fondamentale. Parce que cette armée-là, ce mouvement-là, suivez le mouvement à partir de la bande sahélo-sahélienne, vous allez prendre jusqu'à la Corne de l'Afrique. À la Corne de l'Afrique, vous allez prendre toute la partie de l'Est de l'Afrique. Et toute la partie de l'Est de l'Afrique, depuis l'opération Entebbe de l'armée israélienne en Ouganda, lorsque l'armée israélienne a renversé le régime du président Idi Amin Dada. Lorsqu'on a voulu renverser le régime du président Idi Amin Dada, on est rentré d'abord par l'opération Entebbe. L'opération Entebbe qui consistait à vouloir aller, si vous voulez, libérer les otages israéliens qui ont été conduits en Ouganda et que le président Idi Amin Dada avait permis aux terroristes qui avaient fait l'acte-là de pouvoir atterrir à son aéroport. À partir de cette opération, l'armée israélienne a occupé toute cette partie de l'Afrique. Et toute cette partie de l'Afrique, l'armée israélienne, vous savez, avec ses approches, à travers notamment ses services secrets, avec l'armée française, américaine et britannique, a permis maintenant à l'armée française de consolider sa politique au niveau de l'Afrique de l'Est, en s'appuyant sur l'argumentaire sécuritaire d'Israël, qui lui permet de contrôler cette partie du territoire africain pour pouvoir contrecarrer les mouvements qui sont notamment au Moyen-Orient, et en particulier, je citerai la Syrie. C'est pourquoi il est intéressant de savoir que la position de l'armée française en Afrique s'achemine dans la position qui était de l'opération qui consiste aujourd'hui à pouvoir, l'opération Barkhane à 3 dimensions. L'opération Barkhane à 3 dimensions, parce qu'il y a une première dimension qui est une dimension satellite, comment on appelle, une dimension de surveillance. Cette dimension de surveillance ici en France, sentinelle, j'allais dire. La dimension sentinelle ici en France permet à la France de pouvoir, ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme, de pouvoir contrecarrer tout l'acheminement et toutes les informations en ce qui concerne le terrorisme. Et vous savez que sur ces domaines-là, l'armée française et les renseignements français travaillent avec tout l'ensemble des services de renseignement de ces pays que je vous ai cités. Et de deux, il y a une deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension sécuritaire, qui s'inscrit dans le cadre du livre des défenses publié par le président de la République française, qui est par ricochet, comme vous le savez, selon l'esprit et la lettre de la Constitution française, les commandants suprêmes des forces armées françaises. Donc, cette position de sécurité, l'actuel chef d'état-major de l'armée française l'avait bien signifié. La sécurité de l'armée française commence à l'extérieur, c'est-à-dire dans les frontières africaines, notamment sur la bande sahélo-sahélienne. C'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension nous ramène en Syrie. Donc, faites cette conjonction, ces triangles-là, pour comprendre que les enjeux qui se passent en Syrie, c'est aussi pour déstabiliser notre mère patrie, l'Afrique. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une grande population syrienne qui est en train d'envahir le nord de l'Afrique. La raison pour laquelle la partition des faits de notre mère patrie, l'Afrique, et par ricochet la partition du Mali, serait une façon de pouvoir agrandir l'espace vital des populations venues de la Syrie pour occuper cette partie de notre terre. Et justement, donc, si je comprends bien le cheminement que vous nous avez présenté, autrefois, les bases militaires françaises étaient installées dans des pays, par exemple le Gabon, le Sénégal ou l'Angola. Elle y est toujours. Elle y est toujours. Mais elle évolue. Donc, ils sont en train d'évoluer vers une nouvelle forme de présence. Voilà, une nouvelle forme plus globaliste. Plus globaliste et qui fait que, c'est-à-dire que vous voyez par exemple l'avantage des OPEX, ce qu'on appelle les opérations extérieures de l'armée française et des armées occidentales, c'est qu'il faut une rapidité d'action. La rapidité d'action, c'est-à-dire qu'il faut la présence des bases militaires permanentes. C'est la raison pour laquelle ils ont installé des bases militaires permanentes en Afrique. Parce qu'il fallait agir au moindre coût
pour éviter ce qu'on appelle l'acheminement de troupes et l'acheminement du matériel. Or, notre volonté aujourd'hui de voir l'armée française quitter l'Afrique, c'est une victoire stratégique énorme qui va pénaliser l'armée française et qui nous allons les contraindre à revenir sur l'acheminement de troupes et l'acheminement du matériel. Ce qui va coûter énormément à l'économie française qui est essoufflée, qui n'a plus d'ailleurs le moyen d'entretenir son armée, et ça va libérer notre mère patrie l'Afrique des, si vous voulez, des ingérences intempestives de cette armée qui, depuis belle lurette, déstabilise l'ensemble de nos régimes et la stabilité de nos gouvernements. On va dire toutes ces stratégies-là ne seraient pas possibles si toute la matière grise était française. Donc il y a forcément des collaborations et des collaborateurs afro-africains qui, depuis des décennies, participent, concourent à ce que ces choses-là soient possibles en Afrique. Dans cette émission sur le franc CFA, on parlait des accords, la naissance des accords. Et ces accords-là, parmi ces accords, il y avait des accords de défense. Ces accords de défense qui ont permis, c'est-à-dire c'est la co-responsabilité de ces dirigeants africains, de ces systèmes de vassalité qui leur obligent aujourd'hui à signer ces différents accords pour permettre à la France de régner hégémoniquement en Afrique. Vous vous rappellerez encore avec l'histoire du président Pascal Lissouba, qui après avoir refusé la plupart de ses contrats, le général d'armée Denis Sassou Nguesso a été remis sur la scène avec le soutien militaire de la France et le soutien, si vous voulez, du commandant suprême à l'époque qui était Jacques Chirac. Cette même réalité, nous l'avions revue avec le président Laurent Gbagbo, qui lorsqu'il a voulu remettre à plat ces mêmes contrats, ces mêmes accords, il a été aussi question d'utiliser l'armée française qui est devenue, comme je vous disais, l'armée de cet État qui est la France-Afrique, pour pouvoir déstabiliser encore de nouveau ces régimes. Et cette réalité, vous voyez, c'est une insulte aujourd'hui pour la jeunesse africaine à laquelle nous appartenons. C'est une insulte pour notre jeunesse digne. Rappelez-vous que le 20 janvier 1961, c'est lui qui fut l'éminent, l'un des plus éminents de nos porte-paroles, le président Modibo Keïta, avait décidé des départs de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique et du Mali. Vous savez pourquoi? Parce que la France-Afrique en janvier 1960. 20 janvier 1961, pour déclencher le processus de départ de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique. Vous savez, l'importance est capitale. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, l'avenir du monde se joue sur la bande sahélo-sahélienne et avec la crise malienne. Rappelez-vous encore de cette importance que je souligne, c'est qu'avec le départ de l'armée française du Mali, ça nous permettait aujourd'hui de briser toute l'hégémonie de la France-Afrique. Parce que c'est là qu'est scellé ces sauts, je dirais, funestes de l'Afrique à travers la France-Afrique sur la présence des troupes et de l'armée française. Non seulement de troupes, mais de l'armée, c'est-à-dire de tout l'arsenal intellectuel, civil, de tous les génies français et occidental derrière ces mécanismes. Alors ces accords-là, quand on disait que la sortie de notre mère patrie du franc CFA est conditionnée par la libération de notre peuple du joug de la domination impérialiste et militaire de la France, c'est qu'il faut d'abord déloger. Le départ de l'armée française, comme c'est inscrit dans notre manifeste, sera la conséquence directe qui nous amènera vers ces souverainetés. Et je disais que c'était une insulte. C'était une insulte parce qu'ils ont défié la mémoire, si j'ose dire, du regretté Modibo Keïta. Ils ont défié la mémoire de Thomas Sankara. Ils ont défié la mémoire de tous ces grands qui ont voulu aujourd'hui notre droit le plus légitime de cette indépendance et de cette souveraineté véritable. De voir ces armées-là quitter notre mère patrie l'Afrique. Parce qu'en ramenant ces armées-là avec ces différents accords, c'est encore, si vous voulez, un avenir de vassalité, un avenir de subordination. Parce que si aujourd'hui nous permettons d'ouvrir les livres de cette histoire commune entre nous et la France, vous verrez que c'est un livre émaillé d'humiliation, d'insultes, des assassinats, des troubles et d'instabilité de notre côté, et qui permet à la France de privilégier et de consolider ses avantages économiques et ses acquis qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc, je pense que notre jeunesse a un devoir sacré. Et ce devoir-là, c'est aujourd'hui de libérer notre mère patrie d'Afrique. Quand il s'est agi de mettre fin à l'hégémonie économique de l'Europe en Afrique, nous sommes arrivés. Quand il s'est agi de mettre fin au colonialisme, on est arrivé. Quand il s'est agi de mettre fin à la servitude et à l'esclavage, on y est arrivé. Mais tous nos prédécesseurs, ils ont tous péri quand il s'est agi d'amener la liberté en Afrique. Et notre génération a ces devoirs-là aujourd'hui d'amener la liberté pour notre peuple. Cette liberté sera aussi, si vous voulez, la libération de notre mère patrie d'Afrique, la liberté de choix pour nos orientations politiques et financières et, si vous voulez, l'avenir meilleur que nous voulons pour notre peuple et notre jeunesse sans pour autant être subordonnés à cette logique
dans lequel on veut nous imposer avec la présence de cette armée et la présence de toutes ces bases militaires permanentes et mouvantes dans l'ensemble de notre mère patrie d'Afrique. J'ai déjà vu des chiffres du coût des OPEX, donc les opérations extérieures militaires de la France. On parlait d'à peu près 1,4 milliard sur 3 ou 4 années. Et sachant que pour construire des logements sociaux en France, 1,4 milliard pourrait faire peut-être faire face à toutes les demandes ou des places dans les hôpitaux ou en tout cas trouver des solutions aux problèmes des Français. Et la France, malgré toute cette demande-là de sa propre population, met des milliards dans ses opérations extérieures. Pourquoi? Parce que dans cette France ici, il y a deux États. Je pense que beaucoup de gens m'ont entendu souvent parler et aujourd'hui on me qualifie peut-être de combattre la France. Non, je combats une deuxième France. Il y a un petit État dans un État, comme le Vatican l'est en Italie. C'est-à-dire que ce petit État, c'est l'oligarchie financière, politique et économique. Cette oligarchie, c'est cette oligarchie qui utilise mal les drapeaux tricolores. C'est cette oligarchie qui aujourd'hui a pris en otage, si vous voulez, le peuple français et l'État français. Et cette oligarchie-là, c'est elle qui décide. C'est elle qui, au nom du peuple français, a bouleversé la vie des millions des enfants en Côte d'Ivoire lorsqu'il s'est agi de tirer devant l'hôtel Ivoire, devant des femmes et des enfants non armés. C'est cette oligarchie qui a aussi ordonné les tirs sur le pont Félix Houphouët-Boigny. C'est cette oligarchie même qui a ordonné des tirs et ce qu'ils appellent de bavures aujourd'hui au nord et dans l'ensemble du territoire malien, d'où les enfants ont perdu la vie et qui sont des sujets aujourd'hui qui sont tués par l'armée française. Et d'ailleurs, l'une des clauses, je dirais, la plus honteuse, c'est qu'aujourd'hui, si l'armée française commet des crimes, parce que je n'appellerai pas ça bavure, commet des crimes sur les territoires africains, les dirigeants africains n'ont plus le droit de poursuivre en justice les soldats français. Vous imaginez à quel point aujourd'hui on est en train de légitimer la barbarie et les crimes étatiques. Cette oligarchie-là dont je vous parlais, c'est cette oligarchie aujourd'hui qui s'acharne sur nous. C'est cette oligarchie qui nous empêche d'ailleurs aujourd'hui de porter la voix et j'en vous remercie de nous aujourd'hui permettre d'être devant ces millions d'Africains pour porter la voix de notre peuple, les aspirations profondes de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Parce que nous donnerons tout ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes. Et je vous dis, et je puis vous garantir, je puis aujourd'hui garantir à la jeunesse africaine que nous y arrivons. Nous mettrons fin à cette occupation militaire parce que la présence de l'armée française en Afrique conditionne aujourd'hui notre devenir politique, social, culturel, je dirais même. Parce que la présence de cette armée, c'est la domination systématique dans tout le domaine et sur tous les plans. La présence de cette armée, c'est l'étouffement de toute initiative locale et de tout projet économique local. La présence de cette armée, c'est les privilèges et l'aisance financière et économique de la France au détriment des autres entreprises ou des autres partenaires qui peuvent être même plus au fond que la France, auxquels on ne peut plus traiter simplement parce que l'armée française nous empêche d'aller dans ce sens de la souveraineté, de notre liberté des choix. Et d'ailleurs, une anecdote, la MINUSMA, donc la mission onusienne au Mali, ne paye pas sa facture d'électricité à l'énergie du Mali. Et donc, il y a une facture d'à peu près 700 millions d'impayés. Et donc, pour corroborer ce que vous êtes en train de dire. Et pour finir l'émission, est-ce que vous pensez que la population française, le peuple français qu'on côtoie dans le métro, dans le RER, dans les cafés, est au courant de ce fait-là? C'est que le café qu'il boit dans les machines à café, le cacao, le chocolat qu'il mange, c'est du chocolat avec du sang des petits Africains qui traînent à Château d'Eau ou à Château Rouge pour coiffer les gens et qu'on appelle les rabatteurs. Il faut d'abord voir les canaux de diffusion d'informations ici en France. Quand vous regardez les médias, la plupart des médias sont entre les mains de grands groupes. Et ces grands groupes-là, c'est eux d'ailleurs. Cette armée-là leur sert. Donc il est difficile pour eux d'avoir ces informations. De deux, il y a une classe et une élite des intellectuels français et occidentaux qui aujourd'hui font les dénis véritables de ce qu'il en est. Autrefois, il y avait parmi eux de ceux qui avaient le courage parfois de briser le tabou, de briser les silences. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de Jean-Paul Sartre à l'époque, lorsqu'on a voulu jeter l'abîme, et si vous voulez, les désarrois sur la personne du président, regretter le feu Fidel Castro. Il a pris la plume pour écrire. Il y a eu beaucoup d'entre eux, quand il s'est agi de salir la mémoire et la dignité du président et des camarades Thomas Sankara, ils ont écrit. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce courage-là pour pouvoir parler de ces sujets. Et deuxièmement, il y a, si vous voulez, aujourd'hui, l'armée française a réussi avec ses services de renseignement de pouvoir utiliser les éléments qu'ils utilisent souvent, c'est-à-dire la division entre le peuple, soit des arguments confessionnels, et aujourd'hui c'est l'immigration. Alors ils ont installé un mur qui fait qu'il y a difficulté, mais nous avions bravé ce mur. Et ici en France, nous avions réussi la prouesse d'organiser pour la première fois dans l'histoire, ici, en France, la marche du 8 mai. Parce que le 8 mai, pourquoi? Vous savez que le 8 mai déjà c'est une date symbolique pour l'Europe, parce que les Alliés avaient remporté la victoire sur les régimes nazis
d'Adolf Hitler. Et il s'est fait que ces alliés-là se sont transformés progressivement eux-mêmes en régime, je dirais, nazi, parce qu'ils se sont choisis comme modèle Hitler qu'ils ont combattu. Ils ont commencé par écarter l'Afrique, ils ont commencé par faire les mêmes procédés que Hitler leur a fait sur le plan économique, financier et sur le plan sécuritaire par rapport aux populations africaines. Vous vous rappellerez des tueries en masse parmi le peuple camerounais, les massacres des 67-68, tout le monde en a encore en tête. Il y a la participation de ces différentes armées venues de l'hémisphère occidental avec les génocides rwandais. Donc il y a ces différents moyens, ou si vous voulez, ces canaux qui sont aujourd'hui bouchés. Et notre devoir par rapport, quand j'ai parlé de la marche, nous avions réussi à taper fort. Les deux marches que nous avions réalisées jusque-là, la marche du 8 mai 2015 et la marche du 8 mai 2016, qui est d'ailleurs le leitmotiv de l'accusation que le gouvernement et l'État français portent contre ma personne pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, parce qu'ils ont réussi la magie de faire les liens entre les crimes, les tueries et les pillages systématiques de l'Afrique avec les intérêts fondamentaux de l'État français. Donc, nous avions réussi à porter auprès du public français parce que la deuxième marche a été vue dans des réseaux sociaux à près de 1 million de vues. Pourquoi? Parce que justement, les groupes d'extrême droite se sont sentis offensés. Parce qu'une date aussi symbolique pour les peuples européens, nous avions marché dessus. Nous avions marché dessus non pas par défi, non pas par vengeance, simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de la sacralité de ce qu'est nos terres, l'essence de la sacralité du mot souveraineté. Du moment où ils ont choisi délibérément de marcher sur notre souveraineté, de marcher sur notre indépendance, de marcher sur notre dignité, nous avions choisi de répondre le 8 mai. Et le 2 8 mai a été pour nous une occasion de pouvoir permettre à l'opinion publique française, à l'opinion publique internationale, avec l'impact qu'a eu cette marche sur l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique, même aussi dans le bloc, dans l'hémisphère anglo-saxon, pour comprendre aujourd'hui que la volonté absolue et inébranlable de notre jeunesse, c'est de conduire le peuple africain vers sa liberté. Et ça passera par le départ de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique, la fermeture de toutes les bases militaires, ce qui occasionnera directement, je le disais autrefois, c'est-à-dire la sortie de tous ces accords bidons, ces accords-là de défense qui aujourd'hui ne sont pas là pour défendre les États, mais défendre les institutions. De quoi? De la France-Afrique. Ces institutions, notamment les différents préfets, accolés au titre des présidents des républiques qui sont là-bas et qui se maintiennent et qui malheureusement encore vont jusqu'à former des milices, comprenez, qu'on appelle aujourd'hui des gardes républicaines, réservées à ces dirigeants-là, qui, vous avez vu à l'époque comment Omar Bongo est entré en transe lorsque la population gabonaise a commencé à se soulever et que l'armée française n'agissait pas. Nous avons des accords, nous avons des accords. Ces accords-là n'ont pas fonctionné lorsque les institutions démocratiques élus du peuple ivoirien, incarné par Laurent Gbagbo, étaient mis à mal par une rébellion. Mais ça a fonctionné quand il fallait défendre les régimes qui étaient à la solde des dirigeants européens et occidentaux, et en particulier français. En tout cas, merci M. Mwazulu Diabanza. Je rappelle, vous êtes porte-parole de l'unité Dignité et Courage. Vous êtes aussi le porte-parole du Front anti-franc CFA pour lequel vous êtes venu déjà vous exprimer ici sur notre plateau. Merci d'être venu participer cette deuxième fois à cette émission politique pour parler de la présence de l'armée française sur le sol africain et ses implications. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.